Bonjour, c'est Lazara et vous êtes sur TikTok. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey. Bonjour Lazara. Bonjour. J'espère que ça va. On te reçoit pour la sortie de ton premier album, Traîtrise, qui est sorti il y a quelques jours en France et partout dans le monde. Tu es originaire de la rive sud de Montréal. Tu revendiques des influences qui vont de Drake à Edith Piaf, en passant par Aznavour et le rap français. On va écouter ton premier single, qui a été un énorme carton en France, en télé et en radio. Ça s'appelle « Tu t'en iras ». Tu t'en iras de mes bras. Tu t'en iras comme tous les autres hommes avant toi. Je n'attendrai pas que tu le sois, mais tu grandiras comme tous les autres hommes avant toi. Première question que j'ai googlée et à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse. Comment ça se fait que les Québécois n'ont pas d'accent quand ils chantent ? Je ne saurais pas quoi répondre. Peut-être que c'est à cause qu'on consomme énormément de sirop d'érable. C'est peut-être... je ne sais pas. Je pourrais pas... C'est un mystère pour moi aussi. C'est un morceau très club, et pourtant, dans ce que tu dis dans les paroles, c'est quelque chose qui est assez sombre, voire même qui est assez triste, et c'est quelque chose qui se retrouve tout au long de ton album. Il y a énormément de mélancolie dans mes chansons, comme il y en a dans la vie, tous les jours. Donc, c'était important pour moi d'évoquer toutes ces émotions que j'ai vécues. Et après, je trouvais ça intéressant d'amener ça sur une prod un peu plus up-tempo. On a travaillé avec Banks & Ranks, Benny Adam, et ça fait Tu t'en iras, voilà. On va en parler, ouais. Benny Adam, c'est un producteur et artiste québécois qui t'a découvert il y a quelques années, avec lequel tu as coécrit et coproduit la majorité de l'album. Banks & Ranks, c'est un duo de producteurs aussi québécois qui ont produit 5 titres sur l'album. Au-delà de la production, ce qui est impressionnant aussi, c'est ton chant. Et il paraît que tu es autodidacte en chant. Oui, j'ai jamais pris de cours. J'ai appris tout seul. Après, ça s'est pas fait du jour au lendemain non plus. C'est vraiment à force d'écouter plusieurs chanteuses différentes avec des genres de voix différentes pour aller vraiment chercher techniquement ce que j'avais besoin. Et j'ai aiguisé mes oreilles pendant 4 ans. Et puis après, quand ton cerveau comprend, en fait, ce que tu dois faire avec ta voix, après, c'est infini, quoi. Maintenant, j'estime que, oui, j'ai atteint un niveau convenable pour moi, mais je sais qu'il y a place à l'amélioration et je sais que j'ai pas encore ouvert, on va dire, tous mes chakras de chant. Ça me parle beaucoup, ce que tu dis. T'as appris toute seule avec des tutos et autres. C'est quoi le meilleur conseil que tu peux donner à quelqu'un pour apprendre à chanter ? Déjà, d'aller vers une musicalité qui va coller avec ta voix. Je pense que déjà, si tu chantes juste, c'est la base. Après, moi, si j'aurais continué à écouter que du Beyoncé puis essayer de chanter de façon très rapide les notes, j'aurais jamais développé ma voix, en fait. J'ai été sur du Billie Holiday, j'ai été sur du Barbara Streisand, où que vraiment, on va aller étirer la voix, on va aller chercher les notes de façon un peu plus langoureuse, on va aller faire des glissando. Et j'ai tout de suite remarqué que c'était ça qui collait avec moi. C'est un exercice compliqué de faire une interview de Lazara, pour une raison simple, c'est que volontairement, tu restes très discrète sur ta vie avant d'être chanteuse. Donc je vais juste te poser des questions, et tu vas me dire vrai ou faux. Vrai ou faux, t'as déjà croisé le roi Enoch ? Ça gaz ou quoi? Faux. Ah, je suis un peu déçu. Moi aussi. Vrai ou faux, il y a un être très important dans ta vie qui s'appelle Chloé. Vrai. Chloé, c'est mon petit perroquet. Mon grand perroquet, en fait. C'est un Amazone à front jaune. Et quand je l'ai adoptée, elle avait déjà 5 ans. Et elle voulait pas me parler. Elle parle quelle langue? Elle parle français. Elle voulait rien savoir de moi. Et c'est quand j'ai commencé à chanter qu'on a créé un lien. Elle adore quand je chante et tout. Elle fait même semblant de chanter avec moi. En tout cas, c'est vraiment... On a un lien très fort maintenant. Et ça lui a ouvert ses chakras, elle aussi? Oui. En plus d'un perroquet, tu as 3 chats sphinx, c'est les chats qui n'ont pas de poils. Ils réagissent aussi à tes chansons ou pas? Oui. J'ai 3 chats sphinx qui sont... c'est mes filles, quoi. Et on a une relation très, très fusionnelle parce que c'est des chats déjà qui ont besoin de chaleur, donc ils ne te quittent pas. Et voilà, c'est un peu comme des chiens. Tu as dit que tu as eu 3 filles. Vrai ou faux, tu as aussi une petite fille? Vrai. J'ai une petite fille et j'en parle pas parce que
ça regarde personne. Et je trouve que c'est pour la protéger aussi. J'ai pas envie qu'on sache par rapport à ma vie privée des choses personnelles et que... Voilà, mais j'ai ma petite fille, c'est mon plus grand trésor, c'est pour ça que j'en parle pas. Je me suis permis d'en parler parce que tu en parles dans le livret de ton album. Ouais. Vrai ou faux, tu as chanté sous le nom de Ivy. Vrai. C'était pas mon choix. En fait, l'histoire, c'est que quand j'ai fait Printemps Blanc et... Avec Niro, qui a été ton premier morceau public, en tout cas en France. Au sommet sur mon cœur blanc. T'es piqué, tu m'attends tard comme une hippie. Au-dessus des lois, je passe te voir vers minuit pile. T'es impatient, tu vérifies ton téléphone au bout du fil. Ta vie est nage, je suis le héros dans ce que tu filmes. Voilà, et que Niro l'a mis dans son album. J'avais pas de pseudo, et on réfléchissait un peu à des noms. Ivy était sorti. Mais quand ils ont mis la chanson sur les plateformes, c'était écrit Niro fit Ivy. J'ai dit, mais c'est qui Ivy? C'est moi. Et j'ai eu ça collé à la peau pendant 2-3 ans. Donc, vrai ou faux, t'adores l'eau de Javel. Vrai. Je trouve que l'eau de Javel, c'est... je sais pas, ça me représente bien. Je suis un peu maniaque du ménage, déjà, et j'aime tout désinfecter. Et je trouve que l'eau de Javel, ça a ce truc un peu de pureté où que... Je sais pas, c'est... Il n'y est rien arrivé, en fait. Tu passes à l'eau de Javel... Alors, si tu pouvais désinfecter quelque chose dans ta vie ou dans ton histoire, hormis le pseudo Ivy, ce serait quoi? Mes ex. Vrai ou faux, avant, tu étais coiffeuse. Ouais. Qu'est-ce que ça apprend sur la nature humaine d'être coiffeuse? J'ai énormément appris. Je sais pas, il y a un truc qui se passe quand les gens viennent au coiffeur, ils se confient à toi. Tu les as jamais rencontrés, ils se confient à toi. Et j'ai adoré ces échanges où vraiment ils te racontent toute leur vie. Et je sais pas, ça m'a fait réaliser qu'on a toute une histoire un peu dramatique et que les gens, tu les vois passer dans la rue comme ça, on se dit, on n'y pense pas, mais dès que ça soit sur ta chaise, ils sont là, puis ils te déballent tout et tu vois, OK, ouais, c'est quelque chose. Bref, on est un peu des psychologues en même temps. En étant coiffeuse, tu t'es rendu compte que les gens avaient beaucoup d'histoires dramatiques. On regarde ton dernier single, qui est aussi un peu une histoire dramatique, c'est Tout feu, tout flamme, TFTF. Tout feu, tout flamme. Toute seule, je crame sur le drame dans ma tête. Tout feu, tout flamme. Nous deux, c'est corps et âme. Dans le dos du bois, il était un fois. Je porte à bois dans tous mes états. As-tu peur pour moi, comme j'ai peur pour toi? Si tu m'aimes, crie-le sur tous les toits. Les gens te parlent spontanément beaucoup de Edith Piaf, de variété française et de rap français. Mais moi, ce qui me frappe en écoutant ton album, c'est surtout le poids du rap américain et du R&B des années 90. Est-ce que le R&B des années 90, c'est pas la meilleure musique de tous les temps? Je dirais que oui. Il y a une vraie avancée dans les années 90. Je veux dire, tout ce qui a été fait dans les années 90 est incroyable. Genre, et on l'a pas refait. Non, moi, j'ai eu la chance de grandir au Québec. Donc, on avait toute cette musique américaine. Et j'ai grandi avec ça. Maintenant, je l'ai utilisé dans ma musique, mais ça s'est pas fait, ça se fait naturellement, quoi. C'est un peu inné. C'est normal d'utiliser mes références. Et surtout au niveau des prods, moi, c'est un album qui est extrêmement bien produit, extrêmement riche musicalement. Merci. Je vais te faire écouter un extrait. C'est un petit kiff personnel que je me fais. Un extrait d'un morceau des années 90 de R&B. On écoute tout de suite un petit morceau. When I feel what I feel, sometimes it's hard to tell you so. Si tu veux chanter la suite, n'hésite pas. Ah non, mais ça, c'est même pas dans mon range. On touche pas à Alia, quoi. À cette chanteuse, mon Dieu. Ça a été une longue obsession avec Alia. Mais je connais toutes ses chorégraphies. Mais vraiment toutes ses chorégraphies. Ou Back and Forth. Ah, back. Back. Non, je pense que elle est arrivée, c'était la chanteuse la plus cool, avec ses cheveux, ses lunettes. Elle a travaillé avec Timbaland, Missy Elliott. Je sais pas, c'était une vraie révolution, quoi. Et c'est vraiment tragique qu'on l'ait perdue. Je pense musicalement, on aurait eu beaucoup plus si elle serait encore en vie, quoi. Tu as dit que tu as grandi au Québec et justement, vous aviez été irrigué de R&B américain. Il
Il y a une autre musique qui est arrivée jusqu'à vous et qui m'a vachement surpris dans tes influences. On écoute un autre extrait d'un morceau qui t'a marqué dans les années 90. J'étais pas mis ton dot, je rêvais de sortir avec mes potes. Maintenant ce que je note pour elle me rappelle une telle stèle. Enfant brisé par l'amour maternel. Combien j'ai dû ramer avant d'ouvrir un livre sans elle. Quand elle était pas là, combien j'ai ramé, comment je rame, vois où ça en est, mes feuilles. Combien j'ai ramé, comment je rame, maintenant vois où ça en est. Soigner mes feuilles, je fais que ça borner, morner sous mon nez. Un cornet suffit pour corriger les jets de langue de... Pour moi, tout ce qui est rap marseillais, et ça, c'est à mon humble avis. Okay? Je suis marseillais, donc je suis forcément d'accord avec ce que tu vas dire Tu es après. quoi? Je suis marseillais, donc je suis forcément d'accord avec ce que tu vas dire après. Et ton accent, il est où? J'ai bu beaucoup de sirop d'érable. T'as mangé trop de croissants, moi, je pense. Pour moi, le rap marseillais, c'est... Pour moi, hein, c'est la base du rap français, quoi. T'as IAM qui est allé, qui, si je ne me trompe pas, a produit son album à New York. Donc, ils ont ramené des nouvelles sonorités. Les samples sont incroyables. On va retrouver ce que moi j'adore, des violons. Il y a des trucs vraiment recherchés. Et pour moi, c'est l'Éden du rap français. C'est Marseille. Comment le rap marseillais est arrivé jusqu'au Québec? Comment vous l'avez découvert? C'était les disques, il y avait des chaînes de télé, c'était quoi? Non, à la télévision, c'était avec IAM. Pour de bon, j'étais sincère, j'écris des vers pour mes pères. Et il n'y a que qui flippe derrière de l'attention, ils se foutaient. Donc j'ai roulé pour ma poire comme le gaz. Les intouchables faces de mes phrases. J'ai même changé d'avis pour la saga. C'est plus j'y revenais quand tu allais, j'y retournais. I am sons of man from the royal fam, never ate ham, never gave a damn. I am sons of man from the royal fam, never ate ham, never gave a damn. Ça passait, mais ils ont énormément passé. Après ça, la funky est arrivée et tout. Mais on a consommé énormément. Après, c'était les CD, hein. On a acheté les CD. Il n'y avait pas de plateforme. Dans ton entourage, il y a une personne qui est aussi emblématique du rap français. C'est Sébastien Farran. Oui. Qui a été le manager de NTM et de Johnny Hallyday, qui est aussi ton manager. Ouais. C'est quelqu'un qui a une immense expérience dans le milieu de la musique, notamment en France. Quel conseil il t'a donné? C'est plus moi qui lui donne des conseils aujourd'hui. C'est vrai? Il paraît que tu as essayé de le virer plusieurs fois. Ouais, non, mais c'est parce qu'on est... je suis très rapide, tu vois, mais... À quel niveau? Cool. J'avance. Si on n'avance pas en même temps que moi, tu vas rester en arrière. Mais ce qui est bien avec Sébastien Farran, c'est qu'il a l'expérience et qu'il n'y a pas d'ego dans le sens où que, il comprend, puis il va revenir me chercher, puis on va améliorer ce qu'on a amélioré. Mais je suis contente de l'avoir rencontré, je suis contente de la relation qu'on a surtout. Les conseils qu'il me donne, c'est vraiment En fait, il me dit de continuer parce qu'on a appris à se connaître et il voit que je suis super déterminée. Et il me fait totalement confiance dans mes choix artistiques ou autres. Tu cites beaucoup des artistes comme Aznavour, Beyoncé, Frank Sinatra et Lady Gaga. Est-ce que tu sais quel point commun ils ont tous? Toutes les légendes, surtout américaines, ont tous un point commun. Ils sont vierges, c'est ça? Comment? C'est l'astrologie que je sais pas. Ah, non, je sais pas. Non, c'est qu'ils ont tous enregistré des albums de Noël. Ah oui? Comme la plupart des artistes, non? Comme la plupart des gros artistes américains. En France, on n'a pas encore cette tradition. On est en décembre. Ouais. Est-ce que je peux te demander de chanter Santa Baby? Oh, Santa Baby. Da, 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 da. Un truc comme ça, quoi. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Avec la veste verte, en plus, c'est à fond. Il manque juste des boules de Noël. Il y a deux femmes que tu cites jamais dans tes influences, mais dont je sais que tu es grandement fan. C'est Miley Cyrus et Liza Minnelli. Ouais, c'est vrai, je ne cite pas. Miley Cyrus, je trouve qu'elle a fait un... Aujourd'hui, je l'adore en tant qu'artiste. Vocalement, elle envoie, c'est une rockstar. Et c'est vrai que je la regarde beaucoup sur les réseaux sociaux parce qu'elle m'inspire énormément. Cette évolution vocale déjà qu'elle a eue. Et sur la scène, elle est tellement épanouie, tu vois. Je ne sais pas si un jour je pourrais être comme ça, juste à nu, quoi. Et non, ça m'inspire énormément. Les deux, elles ont aussi un point commun, c'est qu'elles ont fait des carrières au cinéma ou à la télévision. C'est quelque chose qui te tente? Après, c'est pas un but ultime, mais je sens que... C'est quelque chose qui t'amuse, en tout cas, dans c'est quelque chose qui clips, m'amuse. il y a une vraie mise en scène, c'est des petits courts-métrages.
Et j'adore, c'est moi qui écris mes clips, j'adore... c'est sûr que j'ai cette envie de réaliser des courts-métrages. Après, moi, d'être actrice en tant que telle, je sais pas, je sens que je me dirige peut-être vers ça, il y a comme une ouverture vers là. Après, je vais pas me rendre folle à vouloir faire une carrière d'actrice. C'est la musique en premier. Va. Parce que quand on te stalk un peu sur Instagram, on se rend compte que ton centre d'intérêt principal, après la musique, mais devant les pâtisseries et les nails, c'est le cinéma vintage. Tu suis 14 comptes de vieux films ou de vieilles actrices. Ouais. Qu'est-ce qui te parle particulièrement dans les vieux films? Tous les plans, le stylisme, comment la femme était présentée aussi dans certains films. Je sais pas, je trouve qu'il y avait une finesse, même des scènes comiques étaient faites d'une certaine façon. J'adore, je sais pas, j'aime tout de cette époque. J'adore, voilà. Il y a un poème de Victor Hugo qui s'appelle Lazara, qui parle d'une jeune fille très belle, qui court, qui chante, et qui est très libre. La conclusion du poème, c'est qu'il y a un roi qui veut absolument tout donner pour être son mari. Et en fait, elle part avec un pauvre qui lui offre juste la liberté sur la montagne. C'est quelque chose qui te parle, ce poème? Oui, à part la fin. Je partirais avec ni l'un ni l'autre, quoi. Tu partirais avec quoi? Avec moi. Mes chats, ma fille. Il y a plusieurs morceaux dans l'album dans lesquels tu chantes que, justement, on n'a pas besoin d'hommes. Tu parles beaucoup de liberté, et il y a beaucoup une espèce de désillusion par rapport à l'amour. Même si on sent que tu as envie de tomber amoureuse encore, il y a quand même beaucoup de désillusion sur ça. Oui, parce qu'en fait, c'est que j'ai réalisé en fait qu'il fallait que je me reprogramme un peu le cerveau, parce que quand tu grandis, on a l'impression, on a cette espèce de formule amoureuse, un peu qu'on nous impose, que ce soit dans les films ou par rapport à il faut se marier, avoir des enfants, c'est comme ça que tu réussis ta vie. Et en fait, tu te rends compte que c'est pas ça, on vit dans une société où on consomme tout rapidement, même les gens. Et tu te retrouves devant des situations où que tu te remets toi en compte en tant que personne. Comment ça, est-ce qu'on m'aime pas? J'ai tout fait correct, j'ai tout donné, Et là, tu as ce sentiment de trahison. Et donc voilà, j'ai dû comme reprogrammer un peu mon cerveau pour me dire, bon, ben, il faut pas avoir d'attente de ce côté-là, et il faut juste compter sur toi, en fait. Et il y a toujours cette recherche du bonheur à travers l'autre. Et ça, je trouve ça un peu... je trouve ça dramatique, quoi. Je pense que tu peux pas évoluer en tant que personne si t'attends que quelqu'un d'autre te rend heureux, quoi. On va écouter un extrait de mon morceau préféré de ton album. C'est le morceau dans lequel je trouve, j'ai l'impression que tu te dévoiles le plus. C'est Vie d'artiste. On n'arrête pas de me demander quand est-ce que je passe à la télé. J'adore chanter mais ça paye pas mon loyer à la fin du mois. Ça coûte de l'argent le studio, si peu de chance d'être à la radio. Mais quand on aime, on ne compte pas. Bientôt vous entendrez ma voix. Moi, pour moi, je trouve que tous les artistes, on est tous un peu fous de se lancer là-dedans, parce que ça peut être un suicide. Il n'y a aucune certitude. Même quand ça commence à aller bien, même quand ça va bien, il n'y a aucune certitude. C'est vraiment, pour moi, c'est comme jouer au casino, quoi, un peu. Pendant toute cette période, avant musique, pendant musique, j'ai énormément galéré. J'apprécie ce moment. Et je les changerai pas. Je trouve qu'ils sont tellement importants de passer à travers certaines étapes pour arriver à une autre. Et voilà, je trouve que c'est important. Tu parles de dépasser tes limites. J'ai l'impression que, justement, Lazara, c'est la super-héroïne, le personnage que tu t'es créé qui regroupe un peu toutes tes obsessions, tout ce qui te plaît. Est-ce que ça t'a aidé de créer ce personnage pour aller à fond dans l'aventure? J'ai pas créé ce personnage. C'est juste que quand tu fais de la musique, quand tu es artiste, on va dire que tu es un personnage parce que t'es un peu too much, ou t'as des tenues, dans la vie de tous les jours. Si je fais ça et je fais pas de musique à côté, je suis en comptabilité, on va dire que je suis un peu loufoque, quoi. C'est la seule différence. C'est une extension de moi, c'est moi. Après, est-ce que je me permets d'être un peu plus extravagante? Oui. Est-ce que je me permets d'être, en fait,
à 100% moi-même, je pense que oui. Il n'y a aucune retenue, en fait, de ma personnalité. Et je vais aller pousser chaque trait de ma personnalité, quoi. Mais j'ai pas créé un personnage. Là, tu viens de sortir ton album. Mhm. Qu'est-ce que c'est la suite maintenant? La suite, c'est de le défendre, surtout. C'est... tu sais, je suis très consciente que j'arrive un peu nulle part. Moi, j'ai donné le maximum par rapport à la création d'albums. J'ai énormément d'idées. Pour moi, tu sais, j'ai composé de façon très organique. Donc, piano-voix, guitare-voix, et après ça, on a fait des arrangements. Donc, j'ai plusieurs formats à offrir au public. J'ai vraiment envie de montrer toute l'étendue de mon art à travers ces chansons. J'ai hâte de les chanter devant un public aussi parce que je suis persuadée, je le sens à l'intérieur de moi comme j'ai senti tout avant, que sur la scène, quand je vais chanter mes chansons, ça va être autre chose. Je pense même que je vais les interpréter mieux que sur l'album et que là, on va être dans un autre niveau pour la Zara, quoi. Je t'ai entendu dire d'ailleurs que tu étais impatiente de le faire parce que vocalement et techniquement, tu avais beaucoup progressé entre le moment où tu as commencé l'enregistrement d'album et aujourd'hui. Ouais. Oui. C'est le jour et la nuit pour moi, je pense. À ce point-là, ouais. Comment? À ce point-là, ouais. Oui, pour moi aussi. Puis il y a aussi... là, il n'y a pas le stress de la création, de faire les mix et tout. Là, je peux juste chanter et vraiment aller chercher toutes mes émotions et les sortir. Donc, tu sais, vraiment rentrer en transe avec mes chansons et vraiment chanter, quoi. Chanter pour de vrai. C'est quoi la chanson que tu es le plus impatiente de chanter face au public? Vie d'artiste, j'ai hâte de la chanter parce qu'elle est très brute, quoi. Je coule aussi. J'ai envie une de mes chansons préférées, c'est Amour de quartier. Je n'entends plus que le son des balles qui filent dans la ville. Je n'entends plus le son des cloches. Demain sera triste. J'ai hâte de la chanter aussi. Mais en fait, toutes mes chansons, en vrai, j'ai hâte d'avoir mon orchestre en arrière, d'envoyer et que les gens ressentent toute la musicalité dans leur corps, quoi. Écoute, on a hâte de découvrir. On espère qu'on te réinvitera au moment de ta tournée. Oui. Ton album est disponible. J'invite aussi les gens à aller écouter ta playlist sur les plateformes de streaming. Tu as fait une playlist de morceaux que tu aimais bien. Mm-hmm. Et elle est vraiment super. Merci. La Zara, merci. Merci à vous. L'album est traîtrise. À très bientôt. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey.